Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 55 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Elisabeth Magro-Falcon, une femme au parcours aussi riche qu'inspirant, formatrice, coach, consultante, facilitatrice, membre de la leadership team de Robert Dills. Elle a vraiment de nombreuses casquettes. Elle a aussi coécrit plusieurs ouvrages de référence. C'est une véritable experte à la fois en intelligence collective et en programmation neuro-linguistique, la PNL. Ce que j'ai adoré dans ce premier épisode de notre échange, c'est l'authenticité et la profondeur qu'Elisabeth apporte dans chaque mot, dans chaque idée. Elle partage avec nous son cheminement, depuis ses premières interrogations lorsqu'elle était encore en entreprise, jusqu'à la découverte de sa vocation, accompagner les autres à trouver leur meilleure version d'eux-mêmes. Ensemble, on va explorer des thèmes puissants, l'autonomie, la responsabilité, l'importance de l'authenticité dans les relations et cette quête de sens qui finalement rassemble tous les êtres humains. Alors que tu sois coach, que tu sois manager ou simplement curieux de mieux te connaître ou mieux savoir comment accompagner, cet échange, il va forcément te parler. Prépare-toi vraiment pour un moment riche en introspection et en inspiration. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour une rencontre exceptionnelle de l'univers d'Elisabeth Magro-Falcon. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth, bienvenue sur On Mind. Bonjour Vincent et avec plaisir. Écoute, merci beaucoup pour l'acceptation et ce moment qu'on va passer tous les deux. Moi, je suis très content de t'avoir. Puis tu as un parcours qui est hyper inspirant. Donc moi, j'ai hâte de faire découvrir ça à l'audience de ce que j'en connais moi. Alors, on s'est vu 2 ou 3 fois lors des soirées B-Coaching. On en reparlera dans le courant de Oui. l'interview. Mais c'est vrai que voilà, il y a un parcours et une notoriété d'une certaine manière qui est intéressante. Donc, c'était aussi l'occasion pour moi de pouvoir échanger. C'est la chance que j'ai en animant ce podcast. Et puis, c'était l'occasion aussi de te remercier pour justement ton implication à B-Coaching, ce que tu as pu apporter à la communauté, ce que tu apportes lorsque tu interviens. Donc, voilà la raison pour laquelle tu es au micro aujourd'hui. Merci à toi et merci à vous parce que c'est une belle communauté et inspirante. Et voilà, c'est une joie pour moi d'être là avec vous. Merci, merci beaucoup. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Parfois, je passe par une présentation de l'invité, parfois non, parfois je fais des questions un peu inspirées du parcours chinois, etc. Là, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est en 5 mots de donner de dévoiler une partie de qui tu es en 5 mots à l'audience. Après, dans le fil des questions, ils vont découvrir ton parcours. Mais là, comme ça, pour commencer, comment tu te présenterais 5 mots qui te caractérisent ou qui te représentent en partie. Enfin, voilà. Alors, je ne m'attendais pas à cette question. C'est le parcours d'une vie, hein, quelque part, de se découvrir de qui on est. Qui je suis? Qui je suis? Une exploratrice Ok. de moi, de l'autre, des âmes, enfin des âmes, des êtres humains, dirons-nous. Une dimension d'éveil qui est de plus en plus importante pour moi. Donc, voilà. Quelqu'un aussi qui aime les challenges, je pense. Enfin, moi, je ne les prends pas comme des challenges, hein, mais waouh, ça, ce serait génial et si on y allait. Donc, certains me disent du challenge, pourquoi pas? En tout cas, j'aime découvrir et me dépasser quelque part, ça c'est vrai. Quelqu'un qui a besoin d'authenticité, voilà. On en reparlera, je crois, hein, mais il y a une dimension d'authenticité, je ne peux pas faire sans.
C'est exigeant, c'est parfois difficile, c'est parfois challengeant. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre chemin. L'amour dans toutes ses formes, ouais, ça oui, c'est important pour moi. Euh, voilà. J'ai répondu aux cinq Écoute, questions. on est aux 5. Regarde, exploratrice, l'éveil, le challenge pour la découverte et l'authenticité et l'amour. Voilà, Chouette, déjà pas mal. trop bien, merci beaucoup. On va rentrer bien sûr plus dans le vif du sujet et parler un peu de ton parcours et de ta vision de ce que c'est que le coaching. Tu as un parcours Mm. qui est assez riche, qui est assez varié, dont tu vas pouvoir parler. Quel est le moment, peut-être clé dans tout ce Mm. parcours qui t'a fait réaliser que le coaching pouvait être un outil utile pour toi et que tu allais pouvoir embrasser cet outil-là? Mm. J'ai vraiment la scène très claire à l'esprit. Je venais de créer ma structure, donc je sors de l'entreprise et ce qui me sert à créer ma structure, ce sont les formations au management, au contrôle de gestion essentiellement. Donc je lance des formations au management et je suis à ce moment-là à La Réunion et je vois une jeune femme, notamment, hein, parmi mes stagiaires, qui était absolument, à mon sens, excellente, c'est-à-dire tout ce que je pouvais apporter, elle l'avait. Pour moi, elle avait les réponses à toutes ces questions. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux lui apporter à elle de plus, de différent et à d'autres aussi? Et j'étais vraiment en pleine confusion, c'est-à-dire que venaient chercher ces personnes qu'elles n'avaient déjà. Je rentre en France, en métropole, et voilà, je me balade dans les rayons de la FNAC à chercher un énième bouquin de management. Et je tombe sur le livre de François Délivré, ce merveilleux monsieur, Le métier de coach. Là, en lisant le quatrième de couverture, à la croisée du monde de la psychologie, des organisations, et là, je prends conscience de ce qu'est le coaching, que ça existe, et je me dis, mais waouh, c'est pour moi, je ne me suis pas trompée. Et instantanément, je cherche une formation au métier de coach et dans un organisme qui me paraît le plus professionnalisant possible à l'époque, quoi. Voilà. Donc voilà le déclencheur. Ils ont tout. Qu'est-ce que je peux leur apporter de différent? Lâcher prise, confusion et découverte de ce livre qui, comme par hasard, se trouve sur mon chemin. C'est beau, c'est beau. Très bon livre. Je mettrai, hein, de toute façon Ouais. les sources et de ce dont on parle dans la description pour que les gens puissent retrouver tout ça. Oui, Ça fait un très bel enchaînement, en fait, avec la question que je voulais te poser après. C'est que, alors, tu as parlé d'authenticité dans les mots que tu as donnés au début. Et puis là, tu expliques que finalement, hem, le déclencheur, ça a été un questionnement pour pouvoir savoir comment accompagner au mieux un autre oui, être humain, quoi. c'est ça. Il y a vraiment ce côté heu, très orienté sur l'humain et l'authenticité, comme tu l'as dit. Oui. Heu, Qu'est-ce qui fait, enfin, quelles sont les expériences? Qu'est-ce qui a façonné cette approche-là, pour toi? Qu'est-ce qui fait que l'humain, l'authenticité, comme tu le dis, sont si importants pour toi? D'où ça vient ça? Ben, d'où ça vient? Ça, c'est une bonne question. Merci. Alors, je te dirais que, enfin, est-ce qu'on peut savoir? Je sais pas. Je dirais que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai pu capter ou être en résonance avec des moments où l'authenticité était très forte, que ce soit enfant, adolescente, dans le monde de l'entreprise, etc. Ou au contraire en résonance avec des moments où je percevais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK, même si je ne savais pas quoi. Et effectivement, d'aussi loin que je me souvienne, c'était en lien avec l'être humain, le respect, la fragilité, la vulnérabilité et la force aussi, hein, avec toute cette merveille. Euh, et au fil du temps, eh bien, des situations peut-être plus douloureuses et d'autres beaucoup plus porteuses, où ça a été un élément, cette authenticité, cette qualité humaine était très présente. Et au fil du temps, bien sûr, bah, au début, c'est intuitif, tu sais pas forcément.
de ce dont il s'agit. Et puis au fil du temps, ça devient très conscient jusqu'à changer d'environnement professionnel, choisir d'autres milieux et puis choisir là au milieu des routes où l'authenticité à la fois y est et à la fois n'est pas forcément incarnée ou pas de la, enfin, je dirais pas de la même façon, mais elle est incarnée ou elle l'est pas, hein. Enfin, chacun a sa carte, n'est-ce pas, et son territoire, mais voilà, oui, c'est un élément, c'est un facteur, une façon d'être avec lequel j'ai été en résonance très tôt, pour une raison ou une autre. Mais pourquoi? Ben, je ne sais pas. J'espère que ça répond à ta question. Ça ira En tout très cas, bien. Oui, oui, bien sûr. Ça n'est pas apparu du jour au lendemain, en tout cas, ça fait partie de toi. Tu as l'impression que ça remonte oui. assez loin et que c'est quelque chose Voilà, d'important. tu as peut-être des expériences où tu te dis, mais là, est-ce que j'ai été totalement authentique? Est-ce que je me suis respectée? Et puis, il y a aussi le fait, et en processus de coaching, on le voit, où parfois la personne, dans cette phase de transition, je ne sais plus qui je suis, il y a des choses qui ne me conviennent plus, il y a un tiraillement. Parfois, il y a des personnes, et je l'ai vécu aussi, hein, qui se pensent authentiques, sauf qu'elles sont déjà dans une phase de changement et qu'elles ne correspondent plus à leur ancien moi. Donc, même si en toute conscience, tu te penses authentique, à un niveau inconscient, il y a déjà autre chose qui prend la place. Et donc, tu ne l'es plus vraiment par rapport à ta nouvelle version, on va dire. Donc, Ouais, une nouvelle recherche et puis une nouvelle authenticité qui va se créer, quoi, quelque oui. part. Tout à fait. On discutait un petit peu juste avant de lancer l'enregistrement et tu disais que le coaching, c'était pas ta voix, mais que c'était un outil. Est-ce que Oui. tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, quelle est ta voix? Ah, ma voix, et je l'ai conscientisée aujourd'hui, et encore une fois, pendant des années, ça a été intuitif. Mmh. Ma voix, c'est d'être au service de l'autre, des autres, d'accompagner l'autre dans cette phase de prise de conscience où il ou elle réalise à quel point il ou elle est merveilleux, merveilleuse et à quel point nous avons en nous toutes les ressources dont nous avons besoin pour changer. Voilà. Ma voix, c'est être là, aider, accompagner, tu sais, ce moment magique où tu vois le waouh, la prise de conscience, la magie là qui émerge. Oh, voilà, ça, je crois que je pourrais jamais m'en passer. Et du coup, ben oui, parfois c'est par du coaching et parfois c'est par d'autres. Alors, j'aime pas le terme d'outils, hein, ça part d'autres approches, de la formation, du consulting, du mentoring, de la supervision. Voilà, on a toute une palette à notre disposition. Le coaching, c'est au niveau des comportements et parfois, ça se situe à un autre niveau. Donc, voilà, hein, si j'imagine que pour la communauté, les niveaux logiques sont très connus. En gros, il y a une posture par niveau logique jusqu'à l'éveil, hein, tout en haut de la pyramide. Donc voilà, ma voie, c'est d'aider, d'être au service de cette révélation à nous-mêmes en tant qu'être humain. Euh, et parfois, c'est par du coaching et parfois, c'est par autre chose. Mmh. Ouais, tout à fait. Je précise, alors effectivement, je pense qu'il y a une bonne partie, en tout cas, de l'audience qui connaît, les niveaux logiques et en l'occurrence la pyramide de Diels. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse parce qu'il y a des gens externes aussi qui écoutent. Est-ce que tu pourrais, présenter ce que c'est, rapidement pour un néophyte qui ne sait pas de quoi on parle? Avec plaisir. Donc, ces niveaux logiques est basé à la base, hein, pardon, sur les travaux de Gregory Bateson. C'est quelque part l'idée qu'entre qui nous sommes, notre identité, notre rôle, hein, à un endroit donné, qui se décline à travers des croyances, par des capacités, des comportements, dans un environnement, tout ça, ça s'enchaîne avec une logique laquelle, si elle n'est pas présente, fait que la personne va être moins performante ou bloquée quelque part dans son dynamisme. Exemple, je suis passionnée par les animaux, par m'occuper des animaux et j'essaie de suivre des études ou un cursus de commercial dans une école de commerce. Il est clair que je ne vais pas donner toute ma puissance pour développer les capacités nécessaires. Donc, c'est vraiment un lien entre qui je suis
et comment je le décline dans un environnement donné à travers mes compétences. Et à mon sens, hein, c'est un des outils, un des protocoles les plus puissants en matière de coaching. Mmh mh, mmh. Ouais, ouais, effectivement. Là, j'ai eu la chance, bah, avec toi, de vivre, pour une de mes premières vraies, visualisations en faisant ce travail-là. Donc, ouais, ouais, c'est très fort effectivement. Merci, tu sais mieux l'expliquer que moi. Top. Hem, alors voilà, tu l'as dit, hein, il y a différents outils, différentes manières d'accompagner l'autre et de pouvoir, l'accompagner dans son développement, dans son parcours. Mm. Comment toi, dans ton identité, comment tu décrirais, heu, ton évolution depuis, tes débuts dans l'accompagnement, je dirais, pour pas parler que du coaching, mais depuis que tu accompagnes des gens, que ce soit en termes de management, ou autre, jusqu'à aujourd'hui, comment tu décrirais ton parcours? Alors, pour ce qui est lié à la pratique, à l'expérience, je dirais de plus en plus, entre le démarrage et aujourd'hui, bien sûr au début, on est plus focalisé sur des outils, des protocoles, qu'est-ce que je vais appliquer, comment je vais faire, etc., de façon très pratico-pratique. Et en fait, au fil du temps, nous en arrivons tous, je pense, hein, à lâcher ces outils très conventionnels, cerveau gauche, etc. En fait, ils sont là comme en filigrane. Bien sûr que nous les avons dans notre esprit, mais nous sommes plus en capacité d'être dans la spontanéité, dans la créativité, dans le flot du cerveau droit, on va dire, hein, et d'oser lâcher prise sur tout ce background pour simplement être là en présence avec les personnes individuelles ou équipes, hein, qui sont là. Et pour ma part, c'est beaucoup plus dans la présence, en lien, dans le moment présent, en relation. Qu'est-ce qui émerge de tout ça, de nos échanges, de notre alchimie, et bien sûr avec la posture de superviseur qui influence tout ça, être de plus en plus comme en méta et consciente de tout ce qui se passe dans le champ, entre moi et l'autre, entre l'autre et ses partenaires, donc ça veut dire par exemple les membres d'une équipe, des clients, des associés, etc., etc., entre tous ces autres et leur environnement. C'est vraiment d'avoir de plus en plus à l'esprit comme une vision globale du système et de façon très agile et informelle. Et ça, ce qui le permet, je pense, c'est vraiment l'intégration à un niveau très profond de tous ces outils, tous ces protocoles qui deviennent comme une deuxième nature, ça devient des filtres. Et c'est ça qui nous permet de nous en libérer du coup et d'être vraiment là. Donc je dirais que en termes d'identité et d'évolution, c'est vraiment essentiellement la présence et la connexion à l'autre. Et au milieu de tout ça, c'est une qualité de relation. Et du coup, la qualité de la relation, ça, ben, ça part de l'être, ça part du développement personnel au-delà des outils. Les outils, à un moment donné, disparaissent et la différence qui fait la différence, c'est l'être par rapport au faire. Merci beaucoup. Ce que j'entends en filigrane, c'est que les outils, ils sont nécessaires, d'abord au départ, ben, pour se rassurer peut-être et puis pour apprendre les différents protocoles, mais que Oui, finalement, au fur et à mesure de l'avancement et de l'expérience, ces outils-là, c'est pas qu'ils deviennent inutiles, c'est ils se sont enfin, on se les approprie tellement qu'ils font partie de nous et qu'à partir de là, exactement. on est uniquement dans la relation avec l'autre avec le Oui, background qu'on aura, tiré de ces outils, mais c'est vraiment la exactement. relation à l'autre qui prime, quoi. Oui. Enfin, un petit exemple, hein, une petite métaphore. Nous, en tant que conducteurs, on a tous appris à conduire. À un moment donné, c'était terrible, le code, les panneaux, nanana. Puis après, c'était la voiture, première, deuxième, etc. Et puis à un moment donné, on est très présent. Heureusement, on est présent au volant. Et pour autant, tout ça, c'est tellement intégré que c'est quasi automatique, en fait, et inconscient. Ouais, complètement. Très bon parallèle. Très bon Mm. parallèle. Quand je repense à mes premières années, enfin mes premières heures, Oui, hein. j'avais l'impression que c'était quasiment impossible. Voilà. Mais bon, effectivement. Et peut-être pour, terminer un peu sur enfin terminer en tout cas, faire un petit tour de ton parcours. Quels sont pour toi, au début je t'ai demandé des mots pour pouvoir te présenter. Est-ce que tu pourrais,
peut-être partager les valeurs les plus importantes pour toi dans l'accompagnement que tu proposes? Alors, la première, et ça, c'est vraiment, et je me rends compte que tu vois, même quand je suis en posture de traîneur, d'enseignante, oui, de formatrice ou de consultante, ou l'autonomisation de l'autre est la première chose à laquelle je fais attention, et jusqu'à la verbalisation. Par exemple, une question comme qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le dernier accompagnement? Pour moi, c'est pas la même chose que est-ce que quelque chose a changé pour vous? Parce que quand je pose la deuxième question, je suis prête à accepter, ben, peut-être que j'ai pas été assez performante, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que le changement souhaité ne s'est pas produit. Je suis prête à l'accepter. Mais ce qui importe vraiment pour moi, c'est que l'autre soit autonome et pas qu'il fasse une réponse pour me faire plaisir ou parce que je suis là. Donc voilà. Et du coup, en lien avec cette autonomisation de l'autre, c'est sa responsabilisation. Donc, je suis responsable de ce que j'amène dans l'accompagnement, le processus, etc. Et qu'il devienne ou qu'elle devienne responsable aussi de ses choix, de ses engagements, c'est OK pour moi. Même si à un moment donné, par exemple, il ou elle ne m'aime plus, n'est pas content de ce que je fais, ou qu'il y a quelque chose qui crache, de toute façon, dans les phases de coaching, la rébellion, entre guillemets, on va l'apercevoir, hein, et c'est logique et souhaitable, hein, mais voilà, que la personne devienne vraiment responsable de ses actes. L'accueil, c'est-à-dire que si je sens à un moment donné qu'en posture de coach ou voire d'accompagnante, hein, il y a quelque chose qui est pas OK pour moi, il y a quelque chose qui se joue et qui fait que je peux basculer dans une sorte de mental ou de jugement, ou c'est qu'est-ce qui se passe en moi. C'est-à-dire si j'accompagne cette personne, cette équipe, cette organisation, il faut vraiment que je sois en capacité de neutralité, sans jugement, qu'il n'y ait pas un truc qui se déclenche. Donc là, bien sûr, moi, j'ai un espace de supervision et d'abord, je comprends, après, j'y vais. Le soutien, c'est-à-dire, voilà, si je suis engagée dans un processus d'accompagnement, je ne suis pas en posture de sauveur, et je suis en posture de soutien quasi inconditionnel de la personne, de l'équipe qui est là, me remettre en question, penser à des outils, avoir des échanges, ou c'est quoi qu'il ou elle ait envie de faire. C'est comme avec des enfants, hein, si on a des enfants, c'est je suis là pour soutenir, pas pour faire à la place d'eux, mais je suis là et je suis là. Voilà. Et cet amour, je pense que l'amour dans le sens vraiment d'être humain à être humain, hein, de ce qui est dans le champ, dans la relation de bienveillance, ça, c'est important aussi. Voilà, quelque chose vibratoirement, hein, je pense que ça participe à faire la différence et à soutenir justement. Et à accompagner de façon parfois un peu confrontante, hein, ça y est aussi, hein, mais et ça y est avec accueil, bienveillance et tout ça. Mm. Mais l'autonomisation, quel que soit le prix à payer, c'est-à-dire on m'apprécie, on m'apprécie pas, dans l'absolu, au bout du compte, peu importe si cette autonomisation est là, quoi. Voilà. Excellent. C'est fou parce qu'à chaque fois que, enfin, très souvent en tout cas, moi je viens du champ de l'éducation, ça fait 20 ans que j'accompagne, alors maintenant j'accompagne des adultes, mais disons que je suis passé par l'accompagnement des enfants, puis aujourd'hui j'accompagne Mm. les adultes qui accompagnent des enfants. Et une des règles qu'on a appliquées depuis 20 ans que je travaille dans ce monde-là, c'est vraiment ce côté euh, créer un cadre suffisamment clair et large pour que l'enfant puisse être libre et autonome à l'intérieur, tu vois. Absolument. Et Ouais. quand je t'écoute, et c'est souvent le cas quand j'écoute des personnes qui accompagnent l'être humain, en fait, de manière générale, on en revient toujours à ça, en fait, à pousser l'autre à devenir autonome, à le Oui, nourrir, tu vois, cette métaphore oui, du pêcheur et du poisson, d'apprendre à l'autre à pêcher oui, plutôt que de lui donner à manger. Et ben, c'est exactement ça, c'est de le pousser vraiment pour qu'il devienne le plus autonome possible. Et c'est ça exact- le but ultime, et c'est pas qu'il nous apprécie, quoi. Donc, tu le dis très bien. exactement, exactement. Ou mettre sous dépendance, etc. Ça, c'est totalement toxique et dégénératif, quoi, hein. Donc, oui. Mmh, mmh, mmh. Complètement, complètement. Merci beaucoup Mm. pour ce Mais partage. tu vois. Avant de terminer, peut-être sur justement toute cette partie parcours et vision du coaching, bien qu'on va continuer à creuser là-dedans.
je me dis que peut-être tu pourrais parler de vers la Vers meilleure la version meilleure de soi, version quelque de chose comme ça, soi. c'est ça? Voilà, que tu puisses parler un petit peu de ce que tu fais, de qui tu es, dans les grandes lignes pour que là, on est rentré, tu vois, dans ton parcours, c'était intentionnel. Je voulais pas commencer de manière très traditionnelle. Qui es-tu? Que fais-tu? Et c'est Heu, super. Franchement, j'aime beaucoup. mais voilà que, bah, maintenant, ça fait une vingtaine de minutes qu'on échange, que les gens puissent, te cerner un peu plus et savoir, qui tu es, dans ton quotidien professionnel. Alors, ben, on l'a un petit peu évoqué, hein, je peux avoir une casquette de formatrice en PNL, je peux avoir une casquette de coach, je peux avoir une casquette de superviseur, je peux avoir une casquette de consultante. Ben, quand on est passionné par un domaine, ben, voilà, au fil du temps, on rajoute des casquettes. Toujours dans cette dimension de comment je peux servir, où est-ce que je me nourris. Enfin, moi, je trouve tout ça passionnant. Hier soir, j'interviewais moi aussi, tu vois, une dame de 85 ans, Maureen Murdoch, et je dis, waouh, c'est extraordinaire, je suis comme ça à 85 ans, quoi. Voilà. Bon, bref. Trop bien. Une projection. Et du coup, alors, bah, qui je suis? Bah, je dirais que le fil conducteur, alors bien sûr qu'il y a un lien avec l'entreprise et le développement personnel, hein, ou dans ce que nous faisons, on va dire. Voilà. Euh, j'ai pu me rendre compte, que ce soit à titre personnel ou dans les accompagnements que je pouvais faire, qu'il y a des phases de nos vies où, avec différentes casquettes, mais là, c'est le travail, la vie de famille, les enfants, le couple, et puis moi, là, au milieu, etc., etc. C'est difficile de tout concilier. Et j'ai accompagné beaucoup de femmes, notamment quelques hommes aussi, par rapport à une période en particulier où les personnes s'oubliaient et devenaient exsangues dans leur vie, à ne plus avoir conscience de comment je gère mon énergie, comment je prends soin de moi, comment je prends soin du coup des enfants, du couple, de la famille. Enfin, vraiment, il y avait une déperdition inconsciente. Et je dirais que ça, c'était au début. Et puis, j'ai vu de plus en plus arriver des hommes aussi, hein, soit en famille, soit des pères célibataires, etc., qui se retrouvaient confrontés avec les mêmes problématiques. Et là, ce qui a émergé, c'est la nécessité comment dire, de devenir un peu plus conscient, un peu conscient en fait, hein, beaucoup même, de différents aspects dans nos vies et de là où on pouvait perdre de l'énergie sans forcément en avoir conscience. Et c'est de là qu'a émergé donc l'approche de coaching vers la meilleure version de soi. C'est au lieu de culpabiliser, par exemple, je m'occupe pas assez de mes enfants, je suis noyée de travail, etc., etc. Ok, ben j'ai peut-être pas tout le temps que je voudrais avec mes enfants, mais je peux avoir moins de temps de meilleure qualité et sans culpabilité. Là, il y a beaucoup cette notion de culpabilité qui est là au milieu. L'idée, c'est vraiment de dresser une cartographie pour voir où on en est dans le domaine personnel, professionnel, social, soi-même, là au milieu, hein, sportif, bien-être, comment je prends soin de ma santé, est-ce que je dors, comment je m'alimente, etc., etc. Et puis, à partir de là, ben, il y a des axes de progrès qui peuvent émerger ou des décisions à prendre. Ou alors, par exemple, bon, ok, là, je sais que je ne dors pas assez, je dors 6 heures par nuit, je ne peux pas dormir plus pour l'instant, mais je sais que dans X semaines, X mois, il faudra que je rééquilibre ça. Donc voilà, ça, c'est une approche accompagner l'être humain dans sa globalité et, de façon à ce qu'il ait un maximum d'énergie et de ressources pour être au mieux de lui-même. Et c'est pas non plus dans une dimension d'utopie, c'est aussi d'arrêter de se flageller un petit peu, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas une bonne personne ou enfin c'est l'idée que c'est OK de faire des erreurs, d'avoir des zones d'ombre. Si nous n'acceptons pas de regarder notre ombre, on n'est pas être humain, quoi. Alors, ça ne veut pas dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Euh, Ça ne veut pas dire qu'on va regarder une zone d'ombre en particulier sans mettre un axe d'amélioration en place. Par exemple, je suis mauvais en mathématiques, je dis n'importe quoi, hein. Tu m'as parlé des enfants, donc je vais en rester là. Non, je peux tenter de faire certains progrès pour, voilà, ou je suis une mauvaise personne, ou enfin, j'en sais rien. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, mais ça veut dire qu'on va arrêter de se flageller et de se discréditer
parce on se croit pas assez performant, etc., etc. Et c'est pas un chemin facile, hein. J'ai un de mes collègues qui dit, bah, Jean-François Thiriel, les masterminds, fait est mieux que parfait. Moi, à un moment donné, peut-être que ça résonne, hein, d'être dans cette espèce d'utopie de perfection. Non, on n'est pas parfait. Je pense que c'est une utopie aujourd'hui, mais voilà, on peut tenter de s'améliorer tout en acceptant un petit peu ces zones d'ombre, voilà, ce qui sont pas dramatiques, quoi. Je ne sais pas si j'ai été très claire, hein, parce que ta question m'ouvrait à beaucoup de choses. Bah, c'est le but, hein, tu sais, sinon je Ouais. faisais des questions plus fermées, oui, non, cocher une case. Non, le but c'est d'échanger et puis de pouvoir aussi laisser l'espace de transmission nécessaire. Donc les gens prendront ce qu'ils veulent. Moi, je suis satisfait de la réponse. Et oui, je rejoins complètement le fait vaut mieux que parfait. Je pense qu'on est dans une époque où tout va très vite, tout va Oui, d'autant plus vite. Et je trouve qu'il y a quelque chose un peu de générationnel comme ça, où la patience, l'attente, c'est quelque chose qui disparaît petit à petit. ah Il faut oui, tout de suite, tu vois. Et ouais, puis, en contrepartie, ben, pour des gens qui ont cette fibre un petit peu trop perfectionniste, justement, de repousser en disant bah, je peux améliorer ça, je peux améliorer ça. Finalement, on repousse, on reste dans le cérébral et on passe pas à l'action. Alors que quand c'est tu ça, fais, eh bien, tu vas itérer sur l'action que tu as faite et puis avancer comme ça. Donc, exactement, moi, j'aime exactement. bien, bah, voilà, hein, je reviens toujours à des métaphores en lien avec mon Mhm. cœur de métier, mais l'être humain, il tombe 1500 à 2000 fois avant de réussir à marcher. Donc, si Exactement, juste le bébé était dans son mental en train de se dire comment je vais faire pour marcher puis qu'il ne passait pas à l'action, on serait peut-être tous en train de se déplacer à quatre pattes encore. Donc, exactement. J'aime beaucoup. donc- et voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier épisode avec Elisabeth Magro-Falcon. Quel moment! On a vraiment pu découvrir Elisabeth, exploratrice de l'âme et passionnée d'accompagnement humain. Ensemble, on a découvert les trois piliers qui guident sa pratique, l'authenticité, ce fil rouge qui lui permet d'être elle-même tout en aidant ses clients à faire de même. L'autonomie, parce que accompagner, c'est aussi aider l'autre à se sentir capable de prendre ses propres décisions et trouver sa voie. Et enfin, la responsabilisation, cet ingrédient clé qui fait que chacun devient pleinement acteur de son propre développement. Elisabeth, elle nous a emmenés au cœur de sa vision de l'accompagnement, où chaque relation, elle se construit finalement avant tout sur l'humain et sur l'écoute. Elle a partagé avec nous des réflexions sur ce qu'est le coaching pour elle, comme un outil, mais non seulement comme un outil, mais aussi comme un chemin de transfo personnel et collective. Et elle nous a aussi parlé de sa mission d'aider les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, en puisant dans leurs propres ressources et en s'alignant sur ce qui compte vraiment pour eux. Alors si tu as aimé ce premier épisode, eh ben, reste avec nous parce que le meilleur reste à venir, hein. Dans le prochain épisode, la deuxième partie de notre échange, on va rentrer dans les coulisses des défis et des apprentissages qui ont forgé Elisabeth en tant qu'accompagnatrice, formatrice, coach. Elle va nous raconter l'un des plus grands défis auxquels elle a fait face dans son parcours et comment elle a réussi à le surmonter. On va aussi parler de ce que ça signifie pour elle de faire partie de la communauté B-Coaching, hein, mon partenaire sur ce podcast, et aussi de l'impact que ça a sur sa pratique, sa manière d'aborder le coaching, etc. Et puis, Elisabeth va partager des ressources assez sympas, notamment une ressource assez inattendue sur comment ça a changé sa perspective. Et pour tous ceux qui débutent, elle va livrer des conseils précieux pour éviter des erreurs en fait les plus courantes du métier de coach. Alors si le premier épisode il t'a inspiré et que tu as envie d'en savoir encore plus, reste bien à l'écoute. La semaine prochaine, ça va être passionnant, plein de conseils concrets et de sagesse pour tous ceux qui ont envie de progresser sur leur propre chemin. Donc moi, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de notre échange avec Elisabeth Magro-Falcon sur On Est Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Allez, bonne semaine, bye bye.